Et on va commencer par cette triste nouvelle. Hier a été révélée l'identité de 3 nouveaux soldats qui ont été tués dans la bande de Gaza. Boker Tov et Ilana, en effet, il s'agit du caporal Yaki Yaakov Levi, 21 ans, originaire de Chafetz Chaim, qui a été tué dans l'explosion du véhicule blindé qui s'est passé ce Shabbat. Le caporal Shalom Menachem, 21 ans, originaire de Bethel, lui aussi tué dans l'explosion du véhicule blindé. Et le sergent Tsour Avram, 22 ans, originaire de Modine, et qui est tombé au combat hier donc dans le sud de la bande de Gaza. Que leur souvenir soit béni. Et ce matin, on en sait un petit peu plus justement sur la raison de l'explosion du véhicule blindé. Oui, selon les premières conclusions de l'enquête menée par l'armée israélienne, l'explosion du blindé Namer, survenue donc samedi à Rafah, qui a coûté la vie à 8 soldats, a été causée par un missile anti-char plutôt qu'un engin explosif comme initialement estimé. Cette conclusion a été tirée après la découverte dans la zone d'impact du corps d'un terroriste équipé d'un lance-missile anti-char. Une trêve tactique a été annoncée hier par Tsahal, mais visiblement tout le monde n'était pas au courant, Olivier. Oui, en effet, hier matin, on apprenait que Tsahal avait décidé de mettre en œuvre une trêve tactique dans les combats à Rafah tous les jours entre 8h et 19h afin de permettre le passage de l'aide humanitaire depuis le passage de Kerem Shalom. Cette information était fondée sur une publication du porte-parole de Tsahal pour la presse étrangère, mais cette annonce a surpris le Premier ministre et le ministre de la Défense qui ont déclaré ne pas être au courant de cette mesure. Dès qu'il en a pris connaissance, le Premier ministre a indiqué à son secrétaire militaire qu'il s'opposait à une telle mesure, puis il a précisé au Premier ministre qu'aucun changement sur le terrain n'était prévu et que les combats se poursuivraient comme convenu. Le gouvernement prolonge par ailleurs de 2 mois l'hébergement des personnes évacuées du sud d'Israël. En effet, le gouvernement a prolongé jusqu'au 15 août l'hébergement des personnes évacuées des villes frontalières de Gaza dans des logements temporaires financés par l'État. Environ 70% des habitants de cette zone ont pu rentrer chez eux ces derniers mois, mais certains des plus durement touchés par l'attaque du Hamas du 7 octobre restent déplacés. Le gouvernement donc va réguler le retour des communautés dans leur foyer en coordination avec le ministère des Finances en tenant compte des aspects de sécurité et de réhabilitation. Sur le front nord à présent, le porte-parole de l'armée menace le Hezbollah. Après des semaines de tirs incessants, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a fait une déclaration exceptionnelle à l'approche de la venue du médiateur américain dans une ultime tentative pour éviter une escalade. Le Hezbollah met en danger le Liban quand nous disons que nous ne permettrons pas que le 7 octobre se reproduise. Nous le pensons vraiment, a déclaré le porte-parole de Tsahal. Depuis qu'il a décidé de rejoindre la guerre lancée par le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 5000 roquettes, missiles anti-chars et drones armés depuis le Liban en direction des familles, des maisons et des communautés israéliennes, a précisé le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. Et puis hier, le Conseil des ministres a adopté le report de l'âge de départ du service de réserve. Oui, selon cette nouvelle mesure, pendant les 3 prochains mois, il sera possible de réquisitionner des réservistes jusqu'à l'âge de 41 ans pour les soldats et de 46 ans pour les officiers au lieu de 40 ans et 45 ans. Initialement prévue pour 6 mois, cette prolongation a été réduite à 3 mois par la conseillère juridique du gouvernement qui a jugé illégal d'augmenter ainsi la disponibilité pour le service de réserve tant que tous les hommes âgés de faire l'armée ne sont pas enrôlés. Cette décision fait directement bien sûr référence à la conscription des orthodoxes, au sujet très sensible dans l'actualité politique israélienne. La loi de prolongation de l'âge du service de réserve a suscité de nombreuses critiques récemment, soulignant qu'il est injuste de demander un effort supplémentaire à ceux qui servent déjà, tandis que d'autres sont dispensés automatiquement de tout service militaire. Et vous êtes conseillère en économie et en consommation. On va parler d'une deuxième place pour Israël. Alors en général, lorsqu'on parle d'une deuxième place à un classement, on a de quoi être fier, mais pas pour ce classement, puisque c'est la deuxième place pour Israël au classement des pays les plus chers du monde. C'est ce que nous allons évoquer avec vous. Alors d'abord, un petit mot peut-être sur la méthodologie. Il s'agit d'un classement de la Banque mondiale, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Il y a 2 grands classements comparatifs des prix au niveau du monde qui existent. Il y a celui de l'OCDE
où on est toujours premier, hein, Olivier, donc de toute façon, ça ne change rien. Et il y a celui de la Banque mondiale, qui comprend donc beaucoup plus de pays, hein, puisque l'OCDE, c'est 38 pays. Et là, la Banque mondiale, c'est 176 pays, donc quasiment tous les pays du monde. Le classement est réalisé à la base d'un panier de services et de produits qui est relativement uniforme et dont un petit nombre sont adaptés à la consommation particulière du pays. Je sais pas, par exemple, en Israël, on peut imaginer qu'il y a le houmous, par exemple, qui serait pas un bien de base en France. Donc, ça représente bien la consommation des ménages. Et cette étude est réalisée tous les 4 ans. Et elle est évidemment le temps que l'on travaille les données, que l'on les uniformise, que l'on fasse tout ce qu'il faut dessus. C'est publié beaucoup plus tard. Donc là, Olivier, c'est encore pire ce que je vais vous dire, parce que les données donc, qui ont été publiées cette semaine se rapportent à Israël pour 2021. D'accord. Donc en 2021, on était déjà très cher, mais aujourd'hui, vous voyez comment on est quand vous et moi, on va au supermarché. Donc il ne nous reste qu'à imaginer que ça doit être bien pire. Mais déjà, en 2021, Israël était effectivement, en termes donc de prix et de pouvoir d'achat, le deuxième pays le plus cher du monde. Donc juste après la Suisse, donc ça veut dire qu'on est un peu moins cher que la Suisse, mais on a les ennuis en plus. Ce que vous nous parlez de pouvoir d'achat, alors expliquez-nous. Ça veut dire qu'en fait, c'est aussi en fonction du pouvoir d'achat du public dans chaque pays, en fait. Non, c'est pas rapporté au pouvoir d'achat absolu, c'est rapporté au prix par rapport au salaire. Ça veut dire avec votre salaire, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Donc ça, c'est rapporté généralement au salaire minimum, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'en Suisse, les gens sont pas beaucoup plus riches qu'en Israël, que le PIB n'est pas plus élevé ou que leur salaire moyen n'est pas plus élevé, mais ça veut dire qu'avec un salaire moyen en Suisse, on peut acheter un tout petit peu moins qu'avec un salaire moyen en Israël, sachant que c'est un pays donc très peu peuplé et que évidemment la Suisse a des caractéristiques vraiment très particulières. Donc Israël, deuxième sur un tel classement, c'est une note effroyable, puisqu'on est beaucoup plus cher que tous les pays européens, que les États-Unis, que tous les pays développés. On est évidemment 90% plus cher que la moyenne des pays du classement, mais comme on l'a dit, ce classement comporte aussi des pays qui sont des pays non développés, des pays du tiers-monde, des pays en voie de développement, mais on est quand même, par exemple, pour le panier alimentaire, entre 45 et 50% plus cher que la moyenne des pays développés, y compris des pays considérés comme chers, hein, comme la France. Alors évidemment, aujourd'hui, nous, ça nous a pas l'air cher, la France, Olivier, parce que quand on voit les prix en Israël, mais la France, c'est un des pays les plus chers d'Europe. L'Allemagne aussi, où le pouvoir d'achat est élevé, évidemment. Des pays comme ça, on est beaucoup plus cher. On est beaucoup plus cher que les États-Unis, Olivier. Ça vous donne une idée. Alors, cette information, c'est peut-être pas non plus... quelque chose qui va nous surprendre. Cette information est passée pratiquement inaperçue. Hein. C'est seulement en regardant votre Facebook et votre Instagram que j'ai pu apprendre ça. Comment vous expliquez qu'on n'en parle pas du tout? Bien sûr, il y a la guerre, mais en fait, on ne parle pas du tout de ce genre de problématique. Alors, ça a quand même fait l'éditorial de une de Sever Plotzker, donc qui est le grand éditorialiste économique du Yediot Ahronot pour le supplément du Shabbat, Mammon. Mais vous avez tout à fait raison. Avant l'interview, j'ai cherché un petit peu des articles dans la presse éco que je lis tous les jours et j'ai rien trouvé. Alors, écoutez, c'est pas vraiment une indifférence. Je pense que c'est plutôt une sorte de sentiment de fatalité. On peut quand même dire que le coût d'avis en Israël a été très, très largement couvert ces derniers mois par la totalité des médias, aussi bien par les télévisions que par les journaux. Mais je pense que tout simplement, les Israéliens ont intégré cette espèce de fatalité, cette espèce de coup du sort, cette espèce de je sais pas comment dire ça, le coût de la vie en Israël, c'est vraiment comme, je sais pas, s'il y avait une montagne au milieu du pays, ça serait le coût de la vie. Elle est là, elle a toujours été là, elle sera toujours là, il n'y a rien à faire. Donc oui, il y a un fatalisme. Il y a surtout, je pense, de la part des médias, une espèce de découragement parce que oui, on a pointé tous les facteurs, on va en parler après sûrement, on a accusé qui il fallait accuser, mais en fait aujourd'hui, Olivier, on est dans un acte d'accusation qui est total. Tout le monde est responsable du coût de la vie en Israël. Personne ne le combat, que ce soit au niveau du secteur donc des entreprises, hein, aussi bien les fabricants que les importateurs, que les supermarchés, dont on ne peut pas dire à quel point leur comportement est honteux, immoral, mais véritablement opposé à tout ce qui va dans le sens de la solidarité nationale dans un pays qui est en guerre depuis 8 mois,
avec des réservistes par centaines de milliers qui ont quitté leur maison, des coûts qui augmentent pour les ménages, le logement qui ne cesse d'augmenter parce qu'on n'a pas d'ouvriers pour construire. Donc même pas un effort qui est fait pour faciliter un tout petit peu les difficultés des Israéliens. Donc ça, c'est vraiment un acte d'accusation qui est très grave. Et puis de l'autre côté, un gouvernement totalement indifférent, avec un ministre des Finances dont on peut dire de façon certaine qu'il est le pire de l'histoire d'Israël, qui s'intéresse à son deuxième chapeau, celui du ministère de la Défense, qui utilise des slogans creux, mais qui est en gros occupé à longueur de journée à arroser son secteur et un autre secteur, celui des ultra-orthodoxes, qui fait que le bien commun, entre guillemets, n'est jamais servi en Israël. Et puis en face, évidemment, un public, des consommateurs qui sont écrasés par la taille de ce qui se passe. C'est quand même très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire lutter contre le coût de la vie quand on est une famille en l'absence d'organisation, en l'absence d'autres acteurs que quelques personnes à la radio, à la télé, de quelques boycotts isolés? C'est quasiment impossible. Donc tout le monde est écrasé par le poids de ce coût de la vie et le considère comme une fatalité. Donc c'est une bataille presque perdue d'avance, Yael? C'est une bataille qui aujourd'hui est de plus en plus difficile à mener. C'est surtout ça qui se passe, Olivier. C'est que, en fait, le coût de la vie en Israël, il n'a pas toujours été très élevé, vous le savez très bien. Et vous et moi, on le sait. C'est sur les 15 dernières années que les augmentations les plus importantes ont eu lieu. Alors, dans un premier temps, il y avait une corrélation avec l'augmentation du niveau de vie des Israéliens, avec le développement en flèche de la high-tech, avec le sentiment d'être riche en Israël. Alors ce sentiment, évidemment, ne recouvre pas la réalité sociale du pays, puisqu'il y a quand même beaucoup de familles en difficulté, qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités sociales. Mais en gros, tout le monde était emporté sur cette vague de Israël, Startup Nation, etc. On en a déjà parlé de nombreuses fois. Mais il y a un moment donné où quand les égalités continuent à se creuser et que le coût de la vie augmente pour tout le monde, alors les couches moyennes et les couches basses sont frappées. Alors je dirais, Olivier, aussi que tant que c'était les populations les plus défavorisées qui étaient frappées, c'est pas qu'on s'en fichait, mais vous voyez, il y a quand même toutes sortes de programmes, de distribution de colis alimentaires, d'aide aux populations, qui font que ça a amortissé, je dirais, très très légèrement. Et puis c'est des populations en Israël, c'est un peu les losers, on n'aime pas trop entendre parler d'eux. Mais quand ça a commencé à frapper les classes moyennes, et maintenant on est en plein dedans évidemment, la paupérisation des classes moyennes, alors là on s'est rendu compte que c'était compliqué. Sauf que la boule de neige avait déjà commencé à rouler. Le gouvernement n'agit pas, les lois qui devraient freiner les prix ou augmenter les importations ou baisser les taxes douanières ou encourager l'entreprise ne sont pas faites. Les monopoles se renforcent, c'est exactement la nature des monopoles. Plus ils sont forts, plus ils sont forts. Les supermarchés sont très concentrés. Un géant comme Shufersal occupe 60% du marché de la grande distribution. Donc plus il a de pouvoir, plus il a de pouvoir. Israël est un pays où les marques distributeurs sont extrêmement chères. Elles sont plus chères que les marques les plus prestigieuses à l'étranger. Et donc tout ça crée une espèce de marché où les forts ont de plus en plus d'appétit, ils ont de plus en plus faim, leur marge ne cesse de s'améliorer, les profits ne cessent d'augmenter et la population, oui, perd du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, il est inimaginable, en plus avec ce qu'on vit en ce moment, d'imaginer un mouvement social comme celui de 2011 qui serait axé sur le coût de la vie. Et j'ajoute un dernier élément. Ouais. Depuis 1 an et demi, les protestations sociales se concentrent évidemment sur des sujets politiques, sur des sujets religieux, sur des sujets liés à l'armée et occupent le public des personnes qui seraient aptes à sortir dans la rue, à aller protester, qui ont du temps, qui ont le loisir de le faire. Parce qu'une fois de plus, je le dis, les populations défavorisées, les familles en difficulté, c'est pas eux qui vont aller manifester. Le soir, ils ont déjà une vie assez difficile. Et ceux qui ont le temps et le loisir et le pouvoir, s'occupent d'autres sujets. Et ça a ouvert un boulevard pour les supermarchés, pour les fabricants, pour les importateurs. Après, on va parler peut-être, Olivier, si vous voulez, des taux d'augmentation des prix sur la dernière année, mais qui sont délirants. Et donc, avec un cynisme parfait, tous ces acteurs du secteur, voyant que le gouvernement ne fait rien, se sont servis dans nos poches. Alors, juste parce qu'on doit terminer, Yael, peut-être une petite lueur d'espoir quand même. Donnez-nous une lueur d'espoir de quelque chose qui peut quand même nous dire que, les choses vont s'arranger. Alors, Olivier, la lueur d'espoir, c'est très simple. Cet argent, c'est le nôtre. C'est le vôtre, c'est le mien, c'est celui de tous les gens que vous connaissez. Quand on va au supermarché, c'est pas l'argent de quelqu'un d'autre qu'on dépense, c'est notre argent. Alors, notre argent, c'est aussi notre pouvoir. Alors, bien sûr, on me le dit tout le temps, quand il y a le lait qui est à prix fixé par le gouvernement, on va pas pouvoir changer de marque de lait.
Oui, mais il n'y a pas que le lait dans notre panier. Donc, il va falloir commencer évidemment à être sage. Il faut baisser sa consommation. Un tiers des produits alimentaires consommés en Israël vont à la poubelle. Il faut comparer les prix. Il faut acheter des petites marques. Il faut essayer de calculer au plus juste et il faut se mobiliser, dénoncer les prix. C'est le but du projet que je suis en train de monter. Caspez-nous, j'espère que dans quelques mois, on pourra en parler. En attendant, être sage, être intelligent, se restreindre un peu. La vie, c'est pas open bar quand les prix sont très chers. Il faut aussi apprendre à se serrer un peu la ceinture et à acheter intelligemment, à faire plus de choses à la maison. Et c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir et qu'on signale aux marques et aux supermarchés qu'on n'est pas des pigeons. C'est-à-dire que c'est un changement, ça commence par d'abord un changement d'attitude du consommateur. Évidemment, Olivier, on ne va pas attendre que Strauss ou Tnuva décident tout seuls de baisser des prix qui ont parfois augmenté de 50%. On arrête d'acheter. Tout boycott, toute baisse de consommation entraîne automatiquement des baisses de prix. Alors sur les produits de base, évidemment, ça va être compliqué, mais même sur des produits très très simples, on peut planifier ses repas, on peut manger plus de légumineuses, un petit peu moins de viande, faire attention avec les laitages, et en baissant la consommation, on signale aux supermarchés, on signale aux marques qu'on n'est pas d'accord. Ça marche dans le monde entier, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en Israël. Très bien. J'invite d'ailleurs ce sujet à nos auditeurs et nos téléspectateurs à vous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez aussi vous avez un mail qui paraît toutes les semaines. J'ai une newsletter. Ouais, je vous invite à vous abonner à ma newsletter où je donne des infos conso, où je décrypte les produits uns après les autres en donnant des informations utiles et des trucs. Abonnez-vous, suivez mon Instagram. Tous les jours, j'essaye de donner des informations utiles et aussi de vous informer en général pour que vous compreniez mieux comment fonctionne le marché. Ça permet de reprendre le pouvoir. Il y a des marques qui ne méritent pas d'être achetées. C'est très clair. Il faut passer à d'autres. On aime le produit, tant pis. On passe à autre chose. C'est scandaleux de se conduire comme Strauss, comme Tnuva, comme la société Coca-Cola. Mais vraiment, c'est immoral. Donc il faut arrêter de leur donner notre argent. C'est notre argent et il nous appartient. Très bien, Yael. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Et donc, comme nous l'avons dit, on invite tous ceux qui nous regardent à vous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à votre newsletter. Merci, Yael Ifrane, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Merci, Olivier. Bonne journée. Olivier, ce matin, à la une des quotidiens israéliens, les photos des 12 soldats tombés dans la bande de Gaza ces 2 derniers jours. Oui, avec un titre évocateur pour le Yediot Ahronot qui parle de héroïsme et de douleur. 12 enterrements en une seule journée, c'est la dure réalité israélienne de ces derniers mois. Chaque soldat tombé représente un monde entier qui disparaît. Et les quotidiens israéliens relatent leur biographie. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur l'histoire d'Elon Weiss, tombé pendant Shabbat dans le nord de la bande de Gaza, âgé de 49 ans. Elon était père de 7 enfants et grand-père d'une petite fille. Enseignant aimé et respecté, il a marqué la vie de nombreux élèves. Il y a seulement 2 semaines, Elon a marié sa fille Rachel. Dans 3 mois, il devait se tenir sous la choupa pour célébrer le mariage de sa 2e fille, Odaya. Sa disparition laisse un vide immense dans sa famille et dans sa communauté. Il nous a donné une leçon, a déclaré son frère en lui rendant un dernier hommage, en appelant le peuple d'Israël: devenons les élèves de la génération de la victoire par l'exemple personnel et non par les querelles. Que son souvenir soit source de bénédiction. Le ministre de la Défense a évoqué, lui, le dur prix à payer pour la victoire d'Israël dans la bande de Gaza. Oui, c'est le Haaretz qui nous explique que Yoav Gallant a rendu visite aux troupes postées le long de la frontière avec Gaza et a parlé de la perte tragique donc de 12 soldats ce week-end. Nous veillons à n'envoyer nos soldats combattre que pour des missions qui en valent la peine. Ces missions sont difficiles et malheureusement, elles ont aussi un prix très élevé. C'est une bataille de détermination, une bataille de persévérance et nous devons continuer jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu, a déclaré le ministre de la Défense. Le porte-parole de l'armée israélienne a averti de son côté dans une vidéo en anglais que le Hezbollah nous emmène, je cite, au bord d'une escalade plus importante avec des conséquences dévastatrices, dit-il, pour le Liban et toute la région. Oui, des déclarations qui ont été faites en anglais alors qu'un médiateur du président Biden est attendu dans la région. L'organisation terroriste du Hezbollah au Liban a intensifié ses attaques contre Israël depuis qu'il a décidé de se joindre à la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre. Le Hezbollah, a déclaré le porte-parole
de l'armée israélienne a tiré plus de 5000 roquettes, missiles anti-chars et drones explosifs depuis le Liban sur des familles, des maisons et des communautés israéliennes, a-t-il affirmé. L'agressivité croissante du Hezbollah nous emmène au bord de ce qui pourrait être une escalade plus importante, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le Liban et l'ensemble de la région, a aussi déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, des propos qui ont été rapportés ce matin par la radio Galei Tzahal. Et puis en raison du manque de soldats, par ailleurs, le gouvernement a décidé de reculer l'âge de départ du service de réserve. En effet, le Conseil des ministres a adopté hier matin une mesure visant à reculer l'âge de départ du service de réserve. C'est ce que nous dit ce matin le Maariv. Selon cette proposition, pendant les 3 prochains mois, les réservistes pourront être réquisitionnés jusqu'à l'âge de 41 ans pour les soldats au lieu de 40 ans et jusqu'à 46 ans pour les officiers au lieu de 45 ans. Initialement, la prolongation devait être de 6 mois, mais la conseillère juridique du gouvernement a jugé illégal d'augmenter ainsi le temps de disponibilité pour le service de réserve tant que tous les hommes en âge de faire l'armée n'étaient pas enrôlés. Elle a donc limité cette mesure aux 3 prochains mois. Cette décision survient alors que la question de la conscription des orthodoxes est l'un des sujets les plus brûlants de l'actualité israélienne. La loi prolongeant l'âge du service de réserve a d'ailleurs suscité de nombreuses critiques ces derniers jours, certains estimant qu'il est injuste de demander à ceux qui servent déjà de prolonger leur engagement tandis que d'autres obtiennent une dispense automatique de tout service militaire. On y revient à présent, le sujet de l'enrôlement des orthodoxes qui a aussi été évoqué par le chef de l'état-major de Tzahal. En effet, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a évoqué l'enrôlement des Haredis dans Tzahal et son impact potentiel sur la charge des réservistes lors d'une visite dans le centre de la bande de Gaza. C'est ce que rapporte le Yediot Ahronot. Lors d'une rencontre avec des officiers de l'armée israélienne, Halevi a souligné que bien qu'il existe un désir de changement au sein de la société ultra-orthodoxe, ce désir n'est pas encore suffisamment répandu et davantage d'efforts sont nécessaires. Il a affirmé que l'augmentation des taux de conscription des Haredis allégerait le fardeau des réservistes. La création de bataillons Haredis supplémentaires au sein de l'armée israélienne est une nécessité absolue, a-t-il déclaré, en mettant en avant les difficultés rencontrées par les réservistes qui ont été loin de chez eux pendant près de 8 mois avec peu de pauses, a ajouté le chef de l'état-major israélien. Dans le reste de l'actualité, une information peu réjouissante. Manger à l'extérieur est devenu très coûteux en Israël. Les augmentations répétées des prix des entreprises alimentaires en Israël ont eu un impact sur les prix des restaurants et des établissements de restauration rapide. Et selon les estimations du secteur, le prix moyen d'une assiette de shawarma est passé de 68 shekels en 2023 à 72 shekels en mai 2024, soit une augmentation de 6,6%. Et le prix du shawarma dans une pita est passé de 45 shekels à 47 shekels en moyenne, une hausse de 5,5%. Guy Peretz, qui est cuisinier et restaurateur, a déclaré au Israël Hayom: depuis quelques semaines, je reçois au moins 2 messages par jour de mes fournisseurs annonçant des hausses de prix en raison de l'augmentation des prix de l'huile et d'autres produits. Manger donc dans un restaurant est devenu un luxe pour tous les Israéliens qui ne peuvent pas se le permettre, conclut le Israël Hayom. Et puis enfin, pour conclure cette revue de la presse, une mauvaise nouvelle pour ceux qui prévoient de se rendre sur une plage israélienne dans les prochains jours. Oui, si vous espériez vous évader un peu du tracas quotidien ici en Israël en vous rendant à la mer, le Yediot Ahronot nous donne une information très importante et peu réjouissante. Ces derniers jours, un grand nombre de méduses ont atteint les côtes d'Israël et sont prévues d'arriver sur toutes les plages du pays. Les méduses se déplacent habituellement du sud vers le nord. C'est pourquoi elles ont été vues pour la première fois sur les plages du sud d'Israël, justement. Pour le moment, la région de Haïfa est relativement épargnée par les méduses, mais cela pourrait changer rapidement. Aujourd'hui à Villepinte, donc à côté de Paris, et dont les industries israéliennes militaires ont été interdits donc de se rendre à ce salon, et les organisateurs du salon de la défense Eurosatori ont annoncé donc samedi soir avoir l'intention de faire appel à l'interdiction par la justice de la participation des industriels israéliens de l'armement à cet événement qui
ouvre donc aujourd'hui près de Paris. Cauge Événements a décidé donc de faire appel de cette décision dans les plus brefs délais, indique la société dans un communiqué transmis à l'AFP moins de 24 heures après que le tribunal de Bobigny l'a annoncé. Le 31 mai, Cauge Événements avait donc révélé que le gouvernement français avait annulé la participation des industriels israéliens de l'armement à Eurosatori après qu'une frappe visant 2 terroristes haut placés du groupe terroriste palestinien du Hamas aurait également touché une zone du quartier de Tel Al-Soutan à Rafah, dans l'ouest de la ville, où des milliers de personnes s'étaient réfugiées. La frappe aurait déclenché des incendies qui ont englouti plusieurs tentes et abris. Toutefois, 4 ONG avaient déposé un recours en référé estimant que l'annulation des participants israéliens ne suffisait pas à mettre fin au risque de dommages imminents et de troubles manifestement illicites selon un arrêt de l'AFP. Le tribunal a enjoint donc Cauge Événements de faire interdire la participation sous quelque forme que ce soit des industriels de l'armement israélien, de toute personne salariée ou représentant des entreprises d'armement israéliens, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d'opérer comme leur coursier ou leur intermédiaire. C'est-à-dire donc que les Israéliens sont vraiment interdits de participer de quelque manière que ce soit à ce salon. Il est en outre interdit aux autres entreprises, aux exposants d'accueillir sur leur stand des représentants d'entreprises israéliennes en matière d'armement ou de vendre ou de faire la promotion d'armes israéliennes. Pour Cauge Événements, cette ordonnance de jugement va au-delà de la décision prise il y a 2 semaines par les autorités gouvernementales françaises justifiant la décision des organisateurs de faire appel. Donc il y a un peu plus de 2000 exposants qui sont inscrits à Eurosatori, donc un salon international de défense et de sécurité qui ouvre donc ses portes aujourd'hui à Villepinte. 74 entreprises israéliennes, dont les principaux industriels de défense d'Israël, devaient y participer selon les organisateurs. Pour le moment, donc, cette société qui organise donc cet événement, ce salon, a décidé de faire appel. Est-ce qu'on aura le temps d'ici la fin de ce salon de permettre aux industriels et aux représentants israéliens de l'armement de participer à cet événement? C'est une affaire qu'il faudra suivre.